Tokyo, capitale du Japon, plus de 12 millions d'habitants. Au cours des 50 dernières années, Tokyo a vu sa taille économique pratiquement multipliée par 100. Avec cette croissance économique, l'augmentation continue de la quantité de déchets, leur traitement hygiénique et leur réduction ont posé des défis constants au gouvernement, aux entreprises et à la population. Ce graphique compare le produit brut de Tokyo et sa quantité de déchets. Cette quantité, qui augmentait autrefois au rythme de la croissance économique, a été maîtrisée à partir des années 2000. Ceci résulte des efforts conjugués du gouvernement, des entreprises et de la population pour les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Ce matériau didactique retrace l'expérience japonaise en matière de gestion des déchets à travers l'exemple d'une grande métropole, Tokyo. En 1945, après la défaite de la guerre du Pacifique, Tokyo n'était plus qu'un champ de cendres. Au Japon, l'après-guerre commençait ainsi à partir de zéro. La gestion des déchets ne faisait pas exception. Voici Les déchets et la vie quotidienne, un film réalisé en 1960, 15 ans après la défaite. Il conserve de précieuses images sur la gestion des déchets à Tokyo il y a une 50aine d'années. Au Japon, la loi sur la collecte des déchets, instituée en 1900, imposait aux municipalités de traiter les déchets urbains. Mais après la défaite, Tokyo avait perdu beaucoup d'équipements et d'installations et au vu de la nécessité de reconstruire la ville, la gestion des déchets dut attendre. À l'époque, les déchets étaient en général collectés avec des voitures à bras. Les habitants jetaient leurs déchets ménagers dans des boîtes à ordures fixes installées au coin des rues. Les ouvriers sortaient manuellement les déchets des boîtes, puis les transportaient en voiture à bras jusqu'au lieu de transfert. Quand la capitale fut rétablie de la défaite et que la population se mit à y affluer en masse, cette méthode inefficace de collecte se révéla incapable de suivre la production accrue de déchets. À cette époque, les déchets de Tokyo étaient quotidiennement jetés dans les rivières et autres lieux similaires. Le traitement des déchets n'étant plus capable de suivre le volume généré, les déchets ont commencé à remplir les rivières et terrains vagues. La décomposition des déchets abandonnés dégageait des odeurs fétides, attirant les mouches. Les œufs pondus par les mouches, éclos 12 heures après, produisent des larves. Ces larves grossissent en consommant les déchets de cuisine, deviennent des pupes sous terre, puis des adultes en seulement 10 jours. La durée de vie d'une mouche est d'1 mois environ, pendant lequel elle pond 3 ou 4 fois. Au rythme de 50 à 100 œufs par ponte, le nombre de mouches augmente de façon exponentielle. Les mouches sont des vecteurs qui propagent différents germes pathogènes comme les bacilles de la dysenterie, du typhus, etc. Il en est de même pour les cafards et souris qui prolifèrent sur les déchets périssables et déchets de cuisine. Des désinfectants étaient pulvérisés un peu partout dans Tokyo pour exterminer les nuisibles et les souris. Au début des années 50, le problème des excréments humains se posa, comme celui des déchets. Les fertilisants chimiques se généralisèrent, remplaçant les excréments humains utilisés jusqu'ici. On se mit donc à jeter les excréments en trop dans les cours d'eau. En 1954, l'État institua la loi sur la salubrité publique, qui donnait aux municipalités l'obligation de collecter les déchets municipaux et les excréments humains et de procéder à leur traitement hygiénique. Pour la collecte, des véhicules automobiles remplacèrent les voitures à bras pour des considérations d'hygiène et d'efficacité.
Des bennes à ordures furent introduites en 1958. Avec leur mécanisme à plaque interne compressant les déchets au moment du chargement, ces bennes prévenaient la dispersion de déchets sur les routes. Des camions de collecte mécanisés, plus hygiéniques et efficaces, furent ensuite introduits graduellement. Avec une plus forte prise de conscience de l'hygiène environnementale, l'incinération devint la méthode de traitement privilégiée dans les zones urbaines. Voici un incinérateur de pointe il y a 50 ans, tel que présenté dans le film « Les déchets et la vie quotidienne ». La benne à ordures gravit une longue pente de livraison jusqu'au 4e niveau. À l'arrivée de la benne à ordures, la trappe de la fosse à déchets s'ouvre par télécommande depuis la salle de contrôle. L'incinération réduit les déchets en cendres, ce qui prévient les effets néfastes de la décomposition et réduit considérablement le volume mis en décharge. Pour la réduction des déchets et leur traitement hygiénique, le tri sélectif, déjà pratiqué avant-guerre, se répandit à nouveau vers cette époque. En 1955, une campagne de réduction et de recyclage des déchets fut lancée. La méthode de collecte groupée se généralisa alors un peu partout. Dans celle-ci, les ressources étaient collectées par les syndicats de quartier et associations de résidents, puis achetées par des opérateurs. Avec les années 60, la question de l'embellissement des rues fit son apparition et la méthode de collecte changea, abandonnant les boîtes fixes pour un ramassage à heure fixe au moyen de poubelles. En 1964, le Japon bénéficia du boom économique des Jeux Olympiques. Tokyo changea profondément. Le train à grande vitesse Shinkansen, capable de rouler à 200 km/h, fut construit et l'aménagement autoroutier commença. Cette croissance économique élevée améliora grandement la qualité de vie des Japonais et transforma également ses caractéristiques. L'aménagement urbain rendit les villes plus propres, mais des quantités massives de déchets furent aussi rejetées. À Yume-no-shima, site de décharge gagné sur la mer, des déchets périssables éliminés ici par manque de capacité d'incinération provoquèrent une invasion de mouches. À l'époque, il y avait des mouches dans toutes les maisons du Japon. Mais l'énorme quantité de mouches à Yume-no-shima, au point de noircir instantanément le papier tue-mouche, devint un grave problème. Alors que la population s'activait à éliminer les mouches, le gouvernement s'empressait de pulvériser du désinfectant. En dernier ressort, on dut décider d'exécuter une opération de terre brûlée à Yume-no-shima, c'est-à-dire de brûler directement les déchets. Cette expérience mena à la création de méthodes de décharge sanitaire. Au Japon, la période de croissance économique élevée s'accompagna de graves problèmes de pollution environnementale. Des problèmes de rejet apparurent comme la pollution de l'air due à l'incinération de grands volumes de déchets plastiques et au gaz d'échappement des véhicules ou la contamination de l'eau suite à la mise en décharge ou au rejet direct de déchets industriels nocifs. La session de 1970 de la Diète fut appelée la Diète de la pollution. 14 lois furent instituées, dont la loi sur le contrôle de la pollution atmosphérique ou la loi sur le contrôle de la contamination des eaux. La loi sur la gestion des déchets et la salubrité publique fut également adoptée. Ces législations définirent la responsabilité de la population et des entreprises comme émettrices de déchets industriels. En 1971, cependant, le gouverneur de Tokyo dut déclarer la guerre aux déchets de Tokyo. Les habitants d'un arrondissement comportant un site d'élimination finale s'opposèrent à la réception de déchets venus d'un autre arrondissement où la construction d'une usine d'incinération tardait. Le conseil d'arrondissement concerné vota finalement le refus d'accueillir ces déchets.
Suite à ce conflit si dur qu'il fut appelé une guerre, et alors qu'on entrait dans une époque de production et de consommation de masse, le gouvernement eut pour tâche urgente d'augmenter la taille des incinérateurs et de les moderniser face à l'évolution de la quantité et de la nature des déchets. Cet incinérateur comporte un épurateur pour éviter les rejets de suie par la cheminée et ceux de chlorure d'hydrogène issus de la combustion des plastiques. Un tableau indicateur des gaz rejetés est installé devant l'incinérateur pour informer la population et apaiser son inquiétude quant à la qualité de l'air. L'automatisation des dispositifs de surveillance et d'incinération a également progressé. Les hautes performances des dispositifs collecteurs de poussière et anti-odeur ont aussi rendu les incinérateurs propres et sûrs. La compréhension des résidents a également été recherchée à travers l'incinération de piscines chauffées ou de jardins tropicaux utilisant la chaleur générée par le processus. En 1973, il s'est produit un événement que les Japonais n'oublieront jamais, le choc pétrolier. La flambée des cours du pétrole, sans se limiter au prix de l'énergie, provoqua une hausse générale des prix. La vie quotidienne des Japonais, entièrement dépendante du pétrole importé, en subit un contre-coup sévère. La population prit ainsi conscience qu'au Japon, pays pauvre en ressources, le recyclage et la réutilisation étaient des nécessités. Avec les années 90, le Japon devint une grande puissance économique, mais rencontra aussi un grave problème environnemental, la décharge illégale de déchets industriels. Dans une île de la mer intérieure, des résidus de broyage d'automobiles et des fûts d'huile usagés, illégalement déchargés en masse par des entreprises, causèrent des écoulements de substances nocives telles que de la dioxine. Il fut plus tard révélé que ce type de décharge illégale avait eu lieu un peu partout au Japon. Il fut aussi découvert que des traitements inadéquats dans des usines d'incinération produisaient de la dioxine, ce qui en fit un problème social. L'État révisa plusieurs fois la loi sur la gestion des déchets et la salubrité publique, avec notamment une obligation de remise en l'état aux entreprises ayant déchargé illégalement des déchets. À travers la loi sur les mesures spéciales contre les dioxines, l'État s'efforça aussi de diminuer ces substances. Tokyo a promu une maîtrise supplémentaire des déchets, leur gestion rigoureuse et l'amélioration de leur système de traitement. Il s'agit de la règle de Tokyo qui attribue aux entreprises rejetant des déchets et aux maîtres d'ouvrage de travaux de construction la responsabilité de confirmer le traitement adéquat lors de l'élimination ultime des déchets. Cependant, les problèmes de déchets sont variés et en réalité, les réformes de la loi à titre de réponse individuelle sont souvent tardives. Des mesures radicales sont donc devenues fortement nécessaires. Les rejets massifs de déchets sont apparus en tant qu'aspect négatif de l'expansion économique. Devant la difficulté de maintenir un système de traitement des déchets au fonctionnement satisfaisant, le Japon a choisi d'améliorer la législation et de promouvoir le recyclage. Les entreprises aussi commencèrent à recycler les ressources. Dans tous les pays, les pneus usés sont des déchets difficiles à traiter, mais avec l'introduction d'un découpeur de pneus usés, ils deviennent utilisables comme combustible. Voici une usine de ciment. Au Japon, près de 30 millions de déchets tels que des pneus usés sont utilisés chaque année comme matière première du ciment et comme combustible.
Les pneus usés broyés en poudre sont aussi utilisés, mélangés à du bitume. Dans les usines de revêtement des métaux, le traitement des effluents produit de forts volumes de boue contenant des métaux lourds. La réduction de leur quantité posait problème. 8 usines se sont donc unies pour créer un site de traitement commun. Le traitement avancé des effluents, récupérant les métaux lourds tels que le chrome, a permis la réutilisation des eaux rejetées. Dans une usine de recyclage d'électroménager, on démonte d'abord les pièces directement réutilisables. Le reste est passé au broyeur, puis l'on retire séparément les matériaux réutilisables tels que le fer, l'aluminium, le plastique ou le cuivre. Ces véhicules sont transportés sur un tapis roulant de 65 mètres de long. Ceci est une usine de désassemblage d'automobiles. Les automobiles arrivées sont placées sur le tapis roulant par une grue, puis on retire successivement les pièces non composées de fer. Les automobiles ne contenant plus que du fer sont placées dans une presse. Pure à 97%, cette masse de fer peut être utilisée directement comme matière première dans la fabrication de l'acier. Si le plus important est de réduire les déchets, le problème de leur traitement reste un défi auquel le gouvernement, la population et les entreprises doivent s'attaquer ensemble. Un problème qui ne sera pas résolu du jour au lendemain. L'éducation est elle aussi essentielle pour changer les consciences. Au Japon, l'apprentissage sur le traitement des déchets fait maintenant partie intégrante de l'enseignement scolaire. Des visites d'incinérateurs permettent aux enfants de comprendre la situation actuelle et diverses leçons leur sont aussi données sur l'environnement. L'éducation prend des formes variées pour mieux sensibiliser à l'environnement, par exemple en faisant participer les enfants aux campagnes de ramassage de déchets en ville. Ces efforts réguliers conduiront demain à une société plus respectueuse du cycle des matières. Le Japon a engagé une réduction de la quantité de déchets au travers d'une coopération entre le gouvernement, la population et les entreprises. Grâce à cette expérience, le Japon promeut une gestion appropriée des déchets dans les pays en développement à travers sa coopération technique pour l'organisation de stages au Japon et d'envoi d'experts à l'étranger et sa coopération financière pour la mise en place de matériel et d'installations. Le Japon engage actuellement une action nationale d'ensemble pour la promotion des 3 R. Malgré tous ces efforts, Tokyo aura bientôt rempli ses derniers sites d'élimination finale et devra utiliser la toute dernière décharge restant dans sa baie. Après la défaite de 1945, le Japon est pratiquement reparti de zéro pour créer la société respectueuse du cycle des matières que nous connaissons aujourd'hui. Cette expérience peut sans aucun doute servir à beaucoup de pays à travers le monde. En la partageant, nous pourrons trouver de nouvelles voies pour résoudre plus rapidement le défi des déchets et aller vers un avenir meilleur. Nous espérons que cette expérience japonaise pourra servir, même modestement, aux générations futures.